téléphonie fixe et 1039,20 € annuels pour la maintenance. Le 5 octobre, un abonnement pour des cartes SIM mobiles pour les PPMS des écoles, confié à la société Simtel située à Champagné pour les années 2021 à 2023. Contrat pour une durée de 2 ans pour un montant mensuel de 24 € TTC hors coût de la communication téléphonique correspondant aux essais et aux tests. Le 20 septembre, dépôt d'un dossier de demande de subvention en région Pays de la Loire pour le fonds de soutien à la réalisation de travaux et d'amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments publics. Les 27 septembre, avenant 1 et avenant 2, des modifications du taux de rémunération provisoire du montant prévisionnel de travaux de réhabilitation de la salle Alors le 2, c'est sur la salle multisport du gymnase Fernand Luçon, signé avec notre groupement IN3 Morvan Architecte et BE Puissant Énergie. C'est dû au fait que le montant des travaux ont changé, donc du coup le taux aussi. Donc c'est un taux à 9,10%. Nouveau montant honoraire, 94 734,93 centimes. Ça, c'est sur donc les salles multisports. Et le même avenant pour la salle de basket d'évolution. Toujours le même taux à 9,10%. Et donc un nouveau montant à 11 360,07 € hors taxe. Le 27 septembre, modification du taux de... Alors ça aussi, c'est les deux qui sont... La 39 et la 40 décisions concernent le même genre d'avenant. C'est pour les entreprises qui interviennent sur le gymnase. Normalement, avec les travaux publics, on peut faire 5% d'acompte sur les travaux d'avance. Mais là, pour leur permettre de pouvoir acheter le maximum de matériel et du coup figer les prix, il y a 2 entreprises qui nous ont demandé de faire un 25%. Ça faisait partie un peu des négociations pour pouvoir avoir ces entreprises. Donc nous avons conclu cet accord avec l'entreprise Linéa Bois qui fait toutes les charpentes pour qu'elles se dotent de tout le bois. Donc c'est 25% du montant sur leur lot à eux qui est de 528 210,68 €. Et le même avenant avec la société Garzinski, pareil pour se doter de plus de matériel. Leur lot était à 206 965,84 € TTC. Donc on pourra leur faire une avance de 25% au lieu de 5%. Ensuite, le 6 décembre, la négociation des emprunts de la commune. Vous savez, on avait fait les délibérations, donc là, on en est à faire tous les papiers. Donc, le montant restant dû au Crédit Mutuel, 200 102,76 € à la date des faits de remboursement anticipé. Ça, c'était le 6 octobre. Le 12 octobre, un avenant numéro 1, contrat d'exploitation des installations collectives signé avec la société IDEX Énergie, située à la Riche dans le 37 pour un montant de 20 646 € TTC. Et alors ça c'est parce qu'on a grandi un peu nos... Comment dire étant donné qu'on a fait des travaux, on intègre des éléments en plus dans les entretiens, comme avec la chaufferie bois à granulés, les ajouts avec les CTA. Ajout d'entretien de 4 CTA à Frison-Roche. C'est les ventilations, voilà, on intègre les ventilations à Frison-Roche, à Gérard Philippe. Donc du coup, ça augmente un peu le contrat d'entretien. Le 12 octobre, le recrutement d'un contrôleur technique dans le cadre du remplacement à neuf des 2 TGBT pour la rénovation de la maison de l'enfance et la partie maison de l'enfance et la partie cuisine. Le contrat est proposé par BET Cali Consult, situé à Nanterre. Tranche ferme, remise à neuf de 2 TGBT, 4 050 € et la tranche optionnelle pour la rénovation de la cuisine, 2 850 €. Pour info, c'est l'entreprise qui a fait le plancher chauffant de la maison de l'enfance, donc ils le connaissent. Ils sont à Nanterre, et cette personne travaillait avec Garzaski avant, et il connaît, donc c'est lui qui l'avait
mis en place ce plancher. Tout l'intérêt du coup. Le 27 octobre, un avenant numéro 1 de prolongation de la durée d'exécution pour le remplacement à neuf des TGBT, des installations électriques de la maison de l'enfance, toujours signé avec la société Ecom Elec au Mans, à Étival-les-Le Mans, pardon. L'échéance des travaux est portée au 30 septembre 2023. Le 27-10, un avenant numéro 1, ajout de prestations complémentaires du gymnase Fernand Lussot, le lot 12, qui sont les revêtements, avec la société Vallée. Donc c'est le revêtement de la salle de billard que finalement on a dit qu'on referait, parce que comme on change le bar de place, il y a donc une table qui va changer les branchements, le sol étant déjà très usé, le COPI avait décidé de changer le sol de cette salle. Et ensuite, le 3 novembre, la mission de représentation et d'assistance contentieuse dans le cadre du dossier Free, avec Maître Boisdin, avocat de la Cour au Mans, pour un montant de 7 365 €. Free. Voilà pour les décisions. Est-ce qu'il y a des questionnements? Pas donné assez d'explications? Non, c'est bon. Parfait. On va passer à l'ordre du jour. Première délibération, la 66, non. Non, on commence, excusez-moi. La motion de la commune d'Arnage sur les finances locales, et je laisse la parole à Willy Jourdain. Merci, bonsoir à toutes et à tous. En effet, face à la perte de libre administration de nos collectivités et au muselage financier opéré par l'État sur les collectivités locales, il nous semblait important, voire indispensable, de soutenir les positions de l'Association des maires de France sur le projet de loi 2023-2027 sur des finances locales. En effet, les collectivités semblent d'ores et déjà être les grandes perdantes du budget 2023. En effet, la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 prévoit une nouvelle perte de levier fiscal avec la suppression de la CVAE d'ici 2024 et un effort supplémentaire demandé par l'État dans la réduction de nos dépenses, ceci dans un contexte de flambée de leurs dépenses énergétiques avec le retour du dispositif de Cahors ou pacte de confiance. La commune d'Arnage soutient donc les positions de l'Association des maires de France qui propose à l'exécutif d'annexer la DGF sur l'inflation 2023, de renoncer à la suppression de la CVAE. Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires. La fiscalité locale ne représente que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. Par ailleurs, l'État a pris la décision d'augmenter via le PLF de 6,8% les bases fiscales des valeurs locatives. Nous demandons donc de renoncer à tout dispositif punitif d'encadrement de l'action locale, de réintégrer les opérations d'aménagement, d'agencement et d'acquisition de terrain dans l'assiette du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Concernant la crise énergétique, la commune d'Arnage soutient les propositions faites auprès de la Première ministre par l'ensemble des associations d'élus et donc de créer un bouclier énergétique, de permettre aux collectivités de sortir sans pénalité financière des nouveaux contrats de fourniture d'énergie et de donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente. La présente délibération sera donc transmise au préfet et aux parlementaires du département. Ça amène un débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux bien dire un petit mot, effectivement, c'est une motion qui me paraît très importante à l'heure actuelle. Donc, comme l'a dit Willy, proposée par l'AMF, l'Association des maires de France, donc une association transpartisane, je dirais. Toutes les communes sont touchées, de façon plus ou moins importante par les réductions de DGF, mais aussi par la fiscalité, effectivement, on se voit diminuer notre capacité à jouer aussi sur l'impôt. Donc, au-delà, je voulais dire qu'au-delà de ces questions purement budgétaires, finalement, dans lesquelles on
va devoir choisir au bout d'un moment si on supprime des services, si on augmente l'impôt, Bon voilà, les vraies difficultés qu'on a rencontrées, c'est le sens même de notre action politique qui est remis en question pour moi, parce que le premier outil d'une politique à l'échelle d'une commune, c'est le budget. Donc si on n'a plus de marge de manœuvre dans un budget, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de politique, on n'a plus de marge de manœuvre et finalement on devient juste des gestionnaires du budget communal, et c'est pas le sens de la politique, en tout cas c'est pas celui que moi je vais y donner. Donc c'est pour ça que j'avais vu cette motion de l'AMF, j'ai tout de suite proposé aux collègues. Je pense que c'est vraiment indispensable qu'un grand nombre de communes puissent voter ce genre de motion pour qu'on l'espère, au plus haut niveau et au niveau de l'État, ils se posent des questions et qu'ils reviennent en arrière sur ce qui a été décidé pour le financement des collectivités. Ce qui est dramatique, c'est que effectivement aujourd'hui, on est dans une situation qui devient inextricable et que, comme tu l'évoquais, Manu, dans quelques années, on s'étonnera une fois de plus de la désaffection des Français pour la chose publique. Mais effectivement, en ce moment, on est en train de tout faire pour que de toute façon, les Français s'en détournent. C'est dramatique. Et après, on va se dire, où est la démocratie? La démocratie, c'est de pouvoir dire dès aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec ce genre de mesures, parce qu'elles sont en train de casser tout ce qui a été construit en France depuis 200 ans. C'est un peu honteux. Voilà. Alors, tout à, parce que normalement Thierry aurait dû être là, mais ils attaquent fortement les finances au Sénat. Mais il m'a téléphoné et il m'a dit que le Sénat déjà a voté contre la suppression de la CVAE. Ça va repartir dans les autres institutions, mais déjà le Sénat, lui, a voté contre. Donc c'est déjà un premier pas positif pour les communes de se dire qu'il y a des parlementaires qui se saisissent du sujet. Si je peux me permettre, qu'on puisse se rendre compte à l'échelle de notre commune ce que représente la suppression de ces leviers-là, c'est qu'aujourd'hui, et tant mieux, mais l'augmentation du point de 3,75% va avoir un impact aux alentours de 150 000 € pour notre collectivité. Et c'est une très bonne chose pour les agents, et c'est un impact financier. Il y a l'augmentation des énergies qui va faire qu'on va certainement devoir doubler notre budget énergétique l'année prochaine. Voilà, et ça va représenter aux alentours de 300 à 350 000 € supplémentaires. Si on n'a pas d'aide, en tout cas, l'impact sera... Donc rien que sur ces deux sujets-là, on part déjà avec des dépenses supplémentaires à hauteur de 500 000 €, aux alentours de 500 000 € pour le budget 2023. À ça, on ajoute le décrètement de la DGF qui est de 50 000 €. Enfin, et on ne nous permet plus d'avoir de leviers fiscaux pour pouvoir combler finalement ces augmentations. Que l'on subit, on pourra y faire tout ce que l'on veut, mais on subit, on peut être de très bons gestionnaires demain, on subit ces augmentations-là. Donc ça interroge vraiment effectivement sur la politique d'État, sur la volonté de délégation auprès des collectivités locales, et j'en reviens à mes premiers propos sur la libre administration que nous avons. Normalement, si on n'a plus les moyens de libre administrer nos communes, comment on va faire? Donc on perd cette libre administration de nos communes parce qu'on n'en aura plus les moyens. Donc ça interroge vraiment, et je te rejoins, je pense qu'il faut vraiment une mobilisation générale autour de la lutte de ce projet de loi. Merci. Que va devenir le service public sans les moyens pour le... Il y a un moment, les gens vont payer des impôts, mais non. Ah oui, les gens vont payer des impôts, mais on ne pourra même plus donner le service public tel qu'il doit être quand même diffusé au maximum. Ça va être un choix, c'est où on laisse les investissements, ça va s'écouler, ou ça ne va pas s'améliorer en tout cas, ou alors on choisit le service public, mais à un moment quand on n'aura plus ni de bâtiment ni de personnel pour faire le service public, je ne sais pas comment on le fera de toute façon. Les collectivités locales représentent 70% de l'investissement au niveau des collectivités, au niveau de l'État. Si on nous enlève notre capacité à investir, c'est tout simplement une économie qui va être en berne. Enfin, il y a vraiment 2-3 interrogations qu'on peut se poser sur le positionnement aujourd'hui du gouvernement. Je rajouterai un mot sur, par exemple, sur la valeur locative, l'indexation. C'est quand même assez synonyme parce qu'en fait, ça veut dire que c'est l'État qui prend la main sur le système et que nous, derrière, si on veut demain donner une augmentation aux impôts pour dire ça nous fait une recette de fonctionnement, le problème c'est que déjà l'État mécaniquement va augmenter de 6,8 le taux d'inflation en cours actuellement. Les bases, ça veut dire qu'automatiquement la feuille d'impôt du contribuable va augmenter sans que nous l'augmentions
Alors les gens vont dire tout de suite, bah, ça y est, ils ont commencé ils ont augmenté les impôts. Mais non, finalement, il y a le mécanisme automatique qui fait que c'est l'État déjà qui prend 6,8. Et que nous, derrière, bah, si on remet 5 dessous, vous imaginez ce que va être les conséquences pour les Arnageois, enfin, et d'autres communes. Enfin, c'est là où, en fait, c'est une perte quand même, c'est une perte d'autonomie pour les collectivités, au sens large. Parce qu'en fait, quand ils nous font des compensations, c'est forcément sur l'année N ou N, oui, -1. Donc en fait, déjà, on perd une année en termes de croissance. Et donc cette croissance, de toute façon, nous, on est calé sur l'année d'avant, donc on ne l'aura pas. Donc voilà, à chaque fois, c'est du rabotage. C'est même un manque de respect pour les collectivités locales. Parce que comment faire, comment expliquer, comment les gens peuvent admettre toutes ces augmentations, puisque effectivement c'est nous qui votons. Ils vont lire la feuille d'impôt et ils vont pas regarder qui, ils vont regarder le total, ils vont se dire bon, et puis les impôts vont encore augmenter, puis ça va aller jusqu'où? Et moi, ce que j'ai peur que ça entraîne, c'est déjà pas mal fait, c'est que les gens se détournent complètement des élections. Même une élection comme ça, les gens voudront plus dire. Regardez déjà le nombre de partis qui n'ont pas réussi à faire des listes. Et il y a peut-être une question à se poser aussi là-dessus. Pourquoi faire une liste puisque tout est décidé par Dieu le Père. Et enfin, il faut quand même qu'on lutte contre cette politique punitive auprès des collectivités locales, avec une volonté de faire 15 milliards d'économies sur les collectivités locales d'ici 2027. Et comment on fait ces 15 milliards d'économies quand on voit qu'on a ces dépenses en parallèle qui sont en train de s'enflammer? Enfin, c'est juste totalement incohérent. Un petit truc aussi sur les grands challenges en cours actuellement, et notamment tout ce qui est environnemental, écologique, avec la rénovation énergétique des bâtiments, ça passe en grande partie par les collectivités. Les bâtiments publics, la plupart appartiennent aux collectivités, donc c'est les collectivités qui vont pouvoir avoir ce levier de faire de la rénovation énergétique, rénovation thermique. Donc comme le disait, je ne sais plus quel collègue vous dit, je crois, sur la question de l'investissement, si on n'a plus les moyens d'investir, on n'aura plus les moyens de rénover nos bâtiments, et donc ça a un effet néfaste, au contraire, par rapport à l'exigence écologique. Je veux intervenir concernant le point d'indice qui augmente de 3,5 cette année, on est bien d'accord, pour les fonctionnaires. Je pense qu'il va augmenter l'année prochaine parce que l'inflation ne va pas diminuer comme ça. Je pense que ça va être, disons, le premier point, c'est vrai que ça nous coûte très cher. Et je me mets à la place des fonctionnaires qui prennent de plein fouet l'inflation et que leur salaire augmente de 3,5%, alors que l'inflation est combien cette année? 6,5%, 6,5%, un petit peu vide. Et la réalité est près de 10, même chose. Alors moi je suis un petit peu, c'est vrai que je suis inquiet pour le budget de la commune, mais je suis inquiet aussi pour les gens qui ont des bas salaires et qui n'auront pas de pouvoir d'achat comme on aurait pu l'espérer. Pour réagir à ce que tu viens de dire, Thierry, moi j'insiste et je persiste à dire qu'on doit se féliciter de l'augmentation du point, c'est une très bonne chose. Ce qui n'est pas normal, c'est que cette augmentation du point ne soit pas accompagnée par les finances publiques. C'est ridiculement bas cette augmentation du point. Ah oui. Par rapport à un budget qui date de... Il y a 10 ans. 10 ans. Moi, je suis très inquiet sur l'augmentation de l'énergie. Je pense que c'est qu'un début, c'est annoncé, c'est qu'un début. Ça va plomber les finances de notre commune. Je ne sais pas ce qu'ils ont l'intention de faire là-dessus, mais vous voyez bien qu'il y a plein d'investissements qui sont prévus. Cet investissement, il va falloir le financer. Et j'ai bien peur qu'on ne puisse pas faire autrement, quoi. Je ne sais pas ce qu'on peut faire là-dessus. J'ai aucune idée. Je ne sais pas quel mouvement il faudra avoir collectivement pour éviter que ça s'envole comme ça, quoi. Ça s'envole, mais c'est colossal. 350 000 € pour notre commune, c'est notre budget d'investissement, en fait. Donc, en fait, on va aller dire à nos associations, à nos agents, à nos écoles qu'on ne va pas pouvoir investir parce qu'il faut payer nos factures d'électricité et de gaz. Enfin, que fait l'État, quoi, finalement? Où est le tarif régulé? Surtout qu'on doit faire des travaux pour faire des économies d'énergie, c'est normal. Mais en 2023, ça va être compliqué.
Donc c'est le serpent qui se mord la queue. D'un côté, on va dépenser à mort parce que ce sont des passoires, et les travaux pour que ce ne soit plus des passoires, on ne pourra pas les faire parce qu'on n'aura pas l'argent. Et je ne vous parle pas de notre programme qui va être bien impacté à ce rythme-là. J'espère que ça va durer que 2023 et qu'il va y avoir des solutions trouvées, parce que sinon, oui, on ne pourra pas mener les opérations qu'on voulait mener. Ça, c'est sûr. Parce que si on va étrangler les communes, les collectivités comme ça, on ne va jamais avoir les moyens d'investir pour économiser. Ben voilà. Et d'un point de vue climatique, on sait que la situation est catastrophique et qu'il faut, le faire. Et si on veut vraiment baisser les émissions de CO2, il faudrait pouvoir au moins déjà faire connaître par l'isolation. Et on ne peut pas, on n'en prend pas le chemin parce qu'on n'en a pas les moyens. C'est pas que qu'une question, je crois. Ben là, non, ça va être compliqué. Là. Donc on adopte cette mesure. Alors, est-ce que quelqu'un lui... On adopte, qui est pour adopter cette motion? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a pas. Merci. Avant qu'on poursuive, parce qu'en fait il y avait une erreur de frappe sur les décisions. Donc sur la dernière pour Free, elle est là. Je vous ai annoncé, alors 7365, c'est pas ça, c'est 3620. Ça comptera pour les factures d'énergie, mais c'est toujours ça. Ok, donc on va poursuivre. C'est toujours trop quand même. Donc c'est ça. La 66. Ah oui, c'était une... Oui, excusez-moi, c'est le titre qui m'a surpris parce que je ne l'appelle pas comme ça, moi. Mais bon, ouais. Territoire engagé pour la nature, c'est la présentation du plan d'action et sollicitation de financement. Donc c'est un dispositif engagé pour la nature qui est animé par le collectif régional de biodiversité. Et donc voilà, c'est pour essayer de toucher aussi des subventions, de mettre des projets environnementaux. Et donc on se positionne sur trois sujets. Enfin, la commune d'Arnage se positionnerait sur 3 sujets qui seraient un arbre, une naissance, la valorisation des espaces, de l'espace de Tertifume, de continuer la valorisation de cet espace, et on a fait rajouter la végétalisation des cours d'école, puisque c'est une demande d'arrêter les bitumes et les jeux et de revoir des végétalisations de cours d'école. Donc on l'a positionné sur ce projet. Ce sont les actions, alors TEN, c'est territoire engagé pour la nature. Donc chaque action est soumise à un comité de financeurs qui propose d'allouer ou non, attention, des financements pour la réalisation. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté la végétalisation des cours d'école, parce que ça rentre en plein dedans. On se dit après tout s'ils peuvent nous aider. Donc si vous êtes d'accord qu'on se positionne sur ces sujets, je vous propose de valider les actions TEN inscrites au programme d'action porté par la commune d'Arnage, de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à la bonne exécution du programme d'action TEN et de solliciter toute subvention auprès de financeurs potentiels non encore identifiés. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec cette action? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je pense que c'est une façon de demander des financements, surtout. On n'a jamais été contre, mais alors là, pour le coup. Délibération 67, le boulevard Nature 2, avis sur l'étude d'impact environnemental. Je laisse la parole à Jannick. Donc là, cette délibération a pour but d'un avis sur l'impact environnemental pour le boulevard Nature. Donc le boulevard Nature a démarré en 2006 sur le Mont Métropole, avec une boucle de à peu près 72 km, j'ai bien dit à peu près parce qu'il y en aura un petit peu plus. On voit qu'il y a plus de communes qui se sont mises dans ce projet. Donc cet impact environnemental pour Arnage est plus
situé sur le sud, avec des terres plutôt humides sur, comment dire, sur le parcours 28 là. 27, 28. Là, voilà. Donc, en ce qui concerne le boulevard nature, nous en avons une partie, donc on peut commencer du côté de la Gemmerie là-haut, tout là-haut. Donc c'est la Gemmerie. On descend sur le bord de Sarthe. Voilà. On descend sur le bord de Sarthe. On traverse. Donc là, en vert, il reste 2 parcelles à acquérir. C'est pour ça qu'il est en vert actuellement. Mais il reste plus que 2 parcelles. Mais le boulevard nature est présent déjà. Il est déjà présent. Hein. Donc là, on traverse la ville. Voilà. Donc on avait initié notre trame verte, liaison douce sur ce trajet, et le boulevard nature a repris notre trajet également, et on arrive au confluent des deux. Donc le boulevard nature va pouvoir acquérir des parcelles en situation 29, 28, 27, voilà. Donc là, on est sur le chemin des Évars. Donc le 29, 28, 27, c'est à peu près une longueur de 1100 mètres. Donc à ce niveau-là, le 28, là, on a, comment dire, on est vraiment sur une zone humide. Donc là, il y aura des travaux à réaliser, non plus en rajoutant de la végétation. Et là, ça sera certainement en passerelle bois. Donc ça sera assez sympa, je pense. Et plus coûteux, malheureusement. Donc là, on arrivera sur le chemin des Évars. Le chemin des Évars qui est mitoyen également avec Moncey, puisqu'il y a la moitié qui est sur Arnage et la moitié sur Moncey, c'est la particularité. Donc on arrivera jusqu'au virage d'Arnage. Donc juste là, c'est la traversée du circuit qui était un petit peu difficile. Donc c'est à ce niveau-là qu'on a préféré travailler parce que c'est là où les véhicules vont le moins vite. Et là, c'est beaucoup plus facile de traverser juste au niveau du rond-point plutôt que de traverser ailleurs. Donc après, on traverse donc le circuit. Et il y a encore une petite bande sur Arnage et après, on s'en va sur les voies de Mulsanne. Donc là, c'est l'impact environnemental qui est à avoir. Donc nous, ça nous concerne, Arnage nous concerne énormément, dans le sens où on a cette zone humide. Parler du tracé, donc là, il a été fait depuis très très longtemps. Il y a eu des bouleversements dans le sens où ce tracé n'a été vraiment mis sur ce trajet-là vraiment tardivement, parce que c'est le plus court, mais il n'empêche que c'est le plus intéressant pour notre commune. Donc là, on voit, là où on va traverser au niveau du rond-point, et de l'autre côté, on retraversera, mais là, c'est une voie qui est fermée à la circulation. Elle est fermée à la circulation puisque c'est uniquement quand il y a le circuit des 24 heures que ce tronçon est ouvert. Et là, tout le long de la parcelle 229 et 230, c'est toujours sur Arnage. Là. À partir de plus loin, c'est sur Mulsanne. Mais là, vous voyez, là où est la main, c'est la différenciation des deux communes. Donc, au-dessus, c'est sur Arnage, et en dessous, c'est Mulsanne. Vous voyez, d'un côté comme de l'autre, on est... voilà. Et après, c'est Mulsanne qui prendra le relais, et là, Mulsanne s'en ira un peu dans les bois pour rejoindre beaucoup plus au nord Le Mans. Donc Indianapolis, le virage d'Indianapolis, vous voyez, est sur ici. Voilà. Une question, C'est le chemin de Léné après, enfin la route de Léné. ah oui, Là, c'est la route de Léné. Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est dans les bois là, c'est ça? Oui. C'est Arnage encore.
Oui, c'est la route de Mulsanne. Non, non. Ah non, c'est chez moi, les gens. Non, non, là, c'est dans les bois de Mulsanne, là. c'est Mulsanne, là. Oui, c'est Mulsanne. J'ai juste la 231, celle-là, là, elle est vraiment. Ouais, et après, c'est Mulsanne. Donc le chemin traversera le circuit. Donc le chemin traversera le circuit. Oui, oui, tout En à jour de fait. 24 heures. Il sera coupé, par contre, oui, il sera Il coupé sera pour les. fermé. Ils sont fermés. Ah oui, tu sais. Ils ont des passages spéciaux boulevard nature à traverser une route. Tout à Ils fait. ont fait sur Rouillon, ça. Tout à fait. Ils ont des aménagements qui sont vraiment bien prévus pour les traversées de chaussées Par le boulevard nature. par le boulevard nature. Ils ont trouvé le truc à Rouillon, du coup, Tout ils à ont fait. appliqué cet Rouillon sur Rouillon pour trouver la. Oui, parce que c'est pas ordinaire. Non. C'est pas ordinaire. Donc là, il faut faire comment dire, des études et des recherches pour pouvoir faire ce genre de travaux. Maintenant, c'est engagé sur d'autres collectivités que le Mans Métropole, mais il s'avère que ce genre Ça de. fonctionne. Et Rouillon, c'était plus large. Oui, ça sera dupliqué sur Arnage et sur notre tracé. C'était mort tous les jours. S'il faut. On trouve. Des questions? Moi, j'en ai eu, effectivement. Je trouve dangereux ce passage sur le circuit, là. Parce qu'après le virage d'Indianapolis venant de Mulsanne, c'est quand même en pleine accélération. Où ça? Voilà. Ah non, là, on ne traversera pas. Ah non, c'est pas ouvert à la Il circulation. sera déjà traversé, là. Non, la traversée, c'est juste. Là, la traversée se fera juste au niveau du rond-point qui est ici. Là aussi, ils ont des signalétiques Et ici pour la route de lignée, et ici pour la. Comment dire, c'est fermé, là. Et là, celle-là, elle est fermée avec le nouveau choisi. Là, actuellement, il est inutilisable puisque vous avez des. Oui, c'est la partie du circuit fermé. Et ici, c'est pareil, c'est inutilisé. C'est la partie du circuit fermé. C'est la partie du circuit fermé. On traverse. On traverse ici et ici uniquement. C'est juste vraiment. Mais il y a d'autres endroits où ça se fait comme ça à des ronds-points. Et donc là, on sera également. Là, c'est la route de Ligné. Il y a un merlon qui est ici. On sera de l'autre côté. On sera encore plus en sécurité. Parce que là, c'est une possibilité de passer juste près de la route, et là, on le fait après le merlon. Et là, Jali, il passera dans Mulsanne. Comment? Il passera pas dans Mulsanne. Non, du tout. C'est pas prévu d'aller de ce côté-là. Après, comment dire, le Mulsanne a également son tracé. Et qui. Voilà. Mais la question, c'était de se dire, est-ce que ça passe dans Mulsanne? Dans le Mulsanne, le centre, non. Voilà, c'est ça. Non. Là, on passe dans Mulsanne, mais pas au centre. On passe dans les bois. En fait, dans la philosophie du boulevard nature, sur les 19 communes, il y a plusieurs communes où le boulevard nature va pas passer dans le centre. Mais en fait, il y a des parcours annexes qui sont raccordés à des tronçons qui permettent de desservir la commune pour aller vers le boulevard nature principal. Oui, donc la délibération, c'est bien dans le but de la demande de la DUP, ça n'engage aucun financement pour Arnage puisque c'est le boulevard nature, c'est bien ça? Tout à fait. Ok, merci. Et là, c'est l'impact environnemental. C'est vraiment ce qui va toucher à notre environnement. Je vous dis, là, les zones humides, les zones boisées. Donc, il faut savoir que nous, on va traverser également un petit bois et il n'y aura aucune coupe d'arbres. C'est-à-dire qu'on sera obligé de passer autour des arbres et on contournera les arbres. Effectivement, donc on donne un avis sur l'impact environnemental pour monter la déclaration d'utilité publique. Donc en termes de délai, est-ce qu'on peut prévoir, si tout se passe pas trop mal,
à peu près à quelle perspective pourraient être aménagées ces derniers tronçons qui concernent notre commune? Ça fait 10 ans. Disons que là, la DUP comment dire, a été décidée en 2020, donc il faut compter à peu près 5 ans d'instruction de DUP. Donc, dans notre, là, en ce qui concerne le trajet sur Arnage, c'est relativement facile à faire, donc j'ai bon espoir que ça se fasse rapidement. Maintenant, je ne peux pas donner de date. Je ne suis pas devin. Non, il n'y a pas une date précise. Mais c'est 5 ans, une fois que la DUP a commencé, on a 5 ans pour Concrétiser. Finaliser. Ah, pour réaliser le projet. Ça doit être réalisé dans les 5 ans. Non, finaliser la DUP. Ça peut aller très vite s'il n'y a pas de problème. Voilà, comme là, ce qui concerne notre trajet, notre tracé, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition, donc ça risque d'aller très vite. Maintenant, je ne peux pas vous donner de date. La métropole souhaite avancer le plus vite possible. Il faut d'abord faire dans les endroits où il y a le moins de problèmes possibles, de manière à pouvoir engager. Parce qu'on a déjà travaillé en amont avec les propriétaires pour justement essayer d'être le plus cohérent possible, de manière à ne pas traverser des champs, par exemple, ou alors on travaille juste en lisière de champs, de manière à pouvoir faire en sorte de travailler avec eux. Ou en bord de ruisseaux, ou en bord de parcelles, de manière à impacter le moins possible les propriétaires. D'autres questions? Moi, je propose qu'on passe au vote. Qui est pour émettre un avis favorable au projet? Et qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Alors, délibération suivante, 68, la désignation des membres du conseil d'administration de la Maison des Habitants. Donc, comme le rappellent les statuts, les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire. Donc, le nombre d'élus est fixé à 7 autour de la table du conseil d'administration. Et je vous propose, parce qu'il y a la démission de M. Thierry Cozy, qui par manque de temps et de... Ah, excusez-moi, j'avais pas mis le micro, je disais, Donc voilà, qui par manque de temps peut être de moins en moins présent au sein du conseil d'administration et a donc proposé sa démission pour pouvoir mettre un élu plus présent que lui. Donc je vous propose donc la liste des membres élus, moi-même, Monsieur Willy Jourdain, Monsieur Guénaël Uzel, qui était Monsieur Emmanuel Brasseur, Monsieur Rémi Olin, Monsieur Pierre-Olivier Marsal, et donc à la place de Monsieur Thierry Cozy, ce serait Monsieur Serge Dodin. Voilà. Ah oui, du coup, les membres du CA n'ont pas le droit de voter, donc tous ceux que... Et, oui, mais encore, on ne vote pas. Ils votent. Non, mais voilà, non, mais vous êtes d'accord. Donc, est-ce que, je vous demande si vous êtes d'accord avec cette nouvelle liste, et donc, bien sûr, tous ceux que j'ai nommés, à part Serge, mais qui va remplacer, ne votent pas. Qui est pour ces nouveaux élus? Est-ce que j'ai la proposition de M. Thierry Cozy qui était avant, mais qui vote maintenant? Ah, mais je ne lève pas la main de tout le monde. Alors, qui est pour? Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, il n'y a pas l'unanimité de ceux qui avaient le droit de voter. Merci beaucoup. Je vous remercie. Félicitations, Serge. Un rôle de plus. Délibération 69, le fonds de concours pour la transition énergétique de Le Mans Métropole. Convention de financement pour la rénovation énergétique de la salle polyvalente de la Gautrie. Donc, Le Mans Métropole a mis en place un fonds de concours pour inciter et aider les communes de la métropole à faire des travaux pour les bâtiments communaux et faire des travaux d'efficacité énergétique.
Donc bien sûr qu'on veut bien se positionner. Ce serait des aides qui iraient de 20 à 30% du montant des dépenses éligibles hors taxes. Et donc nous, dans le projet de rénovation de la salle polyvalente de la Gautrerie, et sur la base d'un audit énergétique qui pourrait attester d'une amélioration de 42% de la performance énergétique globale, le Mans Métropole propose un soutien pour la réalisation de ce projet à hauteur de 266 886 € sur la base de 30% du montant des travaux qui, pour l'instant, s'élèveraient à 889 620 €. Vous voyez comme quoi il est important qu'on puisse quand même faire des travaux. Vous avez vu, on pourrait économiser 42% d'énergie, quoi. Donc il faut vraiment qu'on arrive quand même, nous et toutes les communes, à faire des travaux comme cela. Donc voilà, est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus pour se positionner sur ce fonds de concours? Non, tout le monde est d'accord. Vas-y. Non, c'est vrai qu'on est bien sur des dépenses estimées. Ah oui, Voilà. donc je dis parce que dans la situation actuelle, il est important de rappeler que c'est juste une estimation. Mais bon, ça serait 30% de nos dépenses, donc j'aimerais qu'ils ne fluctuent pas tellement plus que ça. Mais on aimerait bien, oui. Voilà. Plutôt même, à la rigueur. Je peux dire une petite phrase là-dessus, parce qu'en fait, on voit quand même que de faire partie aussi de la métropole, on peut avoir des avis des fois partagés, mais quand même là, on s'aperçoit que dans ce domaine-là, l'enveloppe qui est mise sur la table de la métropole par rapport aux ensembles des communes, sur tous les fonds énergétiques, sur l'amélioration des bâtiments, c'est énorme. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même une manne pour nous, enfin, une chance de faire partie d'une métropole qui financièrement se porte plutôt bien. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait profiter beaucoup ces communes. Et à ce titre-là, on peut se féliciter. Et remercier quand même. Et les remercier. Donc, qui est pour m'autoriser à signer la convention? Qui est contre? Qui s'abstient? La surprise, hein. Délibération suivante, la 70. Alors, suppression de la régie d'avance sur les échanges internationaux. Donc, pour les échanges internationaux, nous avions une régie qui était jusqu'à hauteur de 10 000 €. Je vous propose de la supprimer parce que, déjà, l'agent qui avait cette régie en charge, avec la responsabilité qui avait avec, n'est plus dans la collectivité. Le suppléant était un élu et ça, ça marche normalement pas comme ça. Et donc, voilà, de supprimer cette régie qui n'est plus dans les clous. Alors, suppression de régie ne veut pas dire qu'on ne va plus rien mettre sur les échanges internationaux, sur notre opération décentralisée. Il y a juste que, où c'est prévu, bien en amont, et on met des lignes, déjà on a des lignes, dans les lignes de finances qui vont pour, et s'il y a des frais urgents, c'est où on avance et on se les fait rembourser. Et une régie, si ça posait problème comme ça, peut se remettre à tout moment. S'il y avait un besoin et qu'on n'arrivait pas à régler les problèmes de financement, sachant que quand on fait avec les commerçants de la commune, ils ont tous un compte avec la mairie, donc là, ne pose pas non plus de problème pour régler des factures, hein, s'il y avait des traiteurs ou des choses comme ça. Donc voilà, cette régie, elle n'a plus lieu d'être comme ça, donc le service finance nous propose de ne pas la renouveler sur un autre agent, et tout simplement pour ça. Donc quand je dis suppression, c'est parce que c'est le terme, hein, mais on supprime la régie, mais on ne supprime pas nos actions envers les échanges internationaux. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une régie comme ça? La régie, c'est la possibilité de régler les factures tout de suite, hein, c'est ça? Ils ont une carte, en fait ça donne l'autorisation d'avoir une carte bleue et un chéquier pour régler rapidement. Mais du coup, c'est une grosse responsabilité. Chaque agent qui a une régie engage sa propre responsabilité, il faut prendre des assurances pour ça et tout. Donc voilà pourquoi c'est ça. C'est la facilité de paiement. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on supprime cette régie? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Non, après, au fonctionnement, voilà, ça...
Donc, démarche environnementale et gestion du patrimoine, délibération 71, la tarification de la vente du bois, monsieur Montchâtre. Oui, donc cette délibération a pour but une tarification de la vente de bois actualisée. Donc actuellement, on avait fixé en décembre 2021 le prix d'une corde de 3 stères à 120 € pour de l'acacia, du merisier, du chêne et cerisier, c'est-à-dire du bois noble, et le bois non noble à 80 €. Il s'avère que nos agents font énormément de travail sur ce bois, et puis il s'avère que le prix du bois a également augmenté un petit peu dans toutes les surfaces de vente. Donc on a décidé de porter à la délibération une tarification actualisée en 2022, c'est-à-dire dès qu'elle sera votée, à 160 € la corde de 3 stères en bois noble et en bois non noble à 80 € la corde. Qui n'est pas du tout excessif. Sachant quand même que nos agents font le nécessaire, encore de le fendre, le mettre vraiment à libre, vraiment à utilisation. Voilà. Après, tu as été utilisé, hein, donc c'est pas... Et il y a de la demande, il y a énormément de demande sur le bois. Donc, Et dans le non noble, hein, on fait déjà notre paillage à nous avant de le vendre. Hein, on a besoin aussi de faire des copeaux et tout ça, donc on commence par... et c'est le non noble qui reste, voilà. Et pour rappel, dans la délibération précédente, il y avait une coquille où on avait mis 120 € avant la stère. Mais non, c'était bien la corde de 3 stères. On avait écrit stère mais, sur la délib, mais dans les tarifs, c'était bien de la corde. Hein. On vendait déjà à 120 à l'époque. Voilà, donc est-ce que vous êtes d'accord pour l'augmentation de la vente de bois? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Si. Oui, on a décidé d'être un petit peu en dessous des tarifs parce que la moyenne est à 180 € à peu près. Ça peut aider un peu, voilà. Un petit peu en dessous des tarifs qui se font. Une petite aide. Mais on ne doit pas non plus être trop avec l'écart fait. Parce que ça oui. Donc nous allons passer aux ressources humaines. Donc ça va être pour clair, ça commence par la mise en place du RIF7. Ça marche? Bonsoir. Alors, la première délibération, elle est au sujet du RIF7, c'est-à-dire le régime indemnitaire de nos agents, et elle concerne l'abrogation des délibérations du 28 mars 2018, du 14-12-2020 et du 20-12-2021. Il y a lieu d'apporter des précisions ou modifications à la délibération du 20 décembre 2021 suite aux observations des services préfectoraux. Ainsi, le conseil municipal acte les modifications ou précisions suivantes. Il ne sera plus fait mention dans le corps de la présente délibération ou dans ses annexes de montants plafonds réglementaires. Ces montants correspondront au montant annuel maxima IFSE. On est sur de la sémantique et un mode sur le vocabulaire. C'est vraiment c'est là où on a été réglé. Ou montant annuel maxima CIA, c'est-à-dire complément indemnitaire annuel. C'est ça que ça veut dire. Les services préfectoraux pourront disposer à leur demande de l'ensemble des arrêtés individuels d'attribution du RIF7. C'est-à-dire quand ils voudront voir pour nos agents, ils pourront voir, on donnera la liste. Et dans RIF7, ça comporte l'IFSE, c'est-à-dire l'indemnité principale, et le CIA, c'est-à-dire le complément indemnitaire annuel, qui leur permet ainsi de vérifier que les montants annuels, que les montants plafonds réglementaires sont bien respectés au sein de la collectivité.
Donc l'article 1 du paragraphe relatif à l'attribution du complément indemnitaire annuel est rédigé comme suit. Cette part variable sera maintenue en totalité en cas d'absence, c'est là-dessus qu'on nous a demandé de revoir, sera modifiée de la façon suivante. L'absence de l'agent ne fait pas obstacle à ce versement dès lors que les conditions d'attribution sont réunies. Il est ainsi possible de valoriser un agent qui, en dépit d'un congé, s'est investi dans son activité de telle façon qu'il a produit des résultats ouvrant droit au bénéfice de cette composante du régime indemnitaire. Voilà. Et l'article 4 du paragraphe relatif à l'attribution du complément indemnitaire annuel reprend les mêmes termes, que l'article 6 relatif à l'IFSE et répond ainsi à la